Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ils refont la France. C'est tous les vendredis soirs et c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. Avec ce soir En een var Pedro, imprensa portuguesa. Richard Verly, correspondant du quotidien suisse Blick, bonsoir. Laura Marlowe, The Irish Times. Juan José Dorado, periodiste espagnol. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être là pour refaire la France. Le programme ce soir, émeute les maires en première ligne. Est-ce qu'il faut faire payer les parents ? Le Tour de France, le vélo évidemment, et puis le vin rosé. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Notre mairie, on en était fiers. Même pendant la guerre, on n'a pas vu un bordel comme on a vu là. Attaquer une mairie, c'est attaquer une population. Là, c'est la population qui est pénalisée. On entend l'émotion des Français dans ce sujet TF1 et lundi, les Français étaient en soutien de leur maire rassemblés sur le parvis des mairies après que le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire LR de la Haye-les-Roses, a été attaqué à la voiture bélier. On l'écoute, il a fait un discours après cette attaque. C'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Chacun de ces symboles sont aujourd'hui visés. Nos mairies sont attaquées, les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. Ça ne peut plus durer. Et je vous le dis aujourd'hui, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que soit les voyous et les bandes auront raison de notre devise républicaine, soit ensemble, nous relevons la tête. Nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit! Alors, on entend l'émotion de ce maire, Vincent Jeanbrun. Vous croyez qu'il a raison, Juan José Dorado? On est, comme disait l'ancien ministre de l'Intérieur, bientôt face à face en France. Ils ont raison parce que la France est un pays aussi très centraliste, parce qu'on se rappelle à notre mémoire les maires quand il y a des sujets comme celui qu'on vient de vivre pendant plusieurs jours. En 2005 déjà, on aimait bien se réunir les maires autour du président de la République ou du Premier ministre. En fait, je vais vous dire, c'est pratiquement un rituel. Mais après, on les laisse tout seuls. Après, il y a de moins en moins de pouvoir dans les mairies, il y a de moins en moins d'argent et de plus en plus de problèmes. Quand on parle des cités, des barres HLM, on se rend compte que les mairies sont démunies. Parce que quand on enlève la police de proximité, ce n'est pas une décision d'un maire, c'est la décision d'un président de la République. À l'époque, c'était un ministre de l'Intérieur. C'était Nicolas Sarkozy. C'était Nicolas qui Sarkozy. disait que les policiers n'étaient pas faits pour jouer au foot avec les enfants. Voilà, donc le maillon faible de la chaîne de pouvoir en France, c'est le maire. Et en même temps, est-ce qu'on s'étonne aujourd'hui de ce qui s'est passé ? C'est pas étonnant, on les laisse seuls depuis très 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 longtemps. Ça suffit, dit Vincent Jeanbrun, après les gilets jaunes, après la contestation de la réforme des retraites, les incivilités, après l'incendie des voitures du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez. Vous avez, Richard Verly, vous aussi l'impression que la France est fracturée ? Qu'elle soit fracturée, ça c'est certain, mais ce que dit Juan José, moi, me touche énormément parce que c'est exactement ce que je vois lorsque je parle avec des maires. D'abord, ils sont le visage, pas seulement de la République, le visage de l'État. C'est le visage auquel les administrés, les gens sont confrontés. Donc ça en fait naturellement des cibles, c'est vers eux qu'on se tourne, dans des zones souvent où les autres services publics, il faut le dire, ont disparu. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est la détresse de ces maires parce qu'ils disent, ils sont coincés entre, d'un côté, leurs électeurs et de l'autre, un État qui ne les écoute pas, voire ces dernières années, qui leur a enlevé beaucoup de compétences et beaucoup de budget. Donc c'est bien joli aujourd'hui de faire le grand show sur le thème « Vive les maires », mais la réalité des faits, concrètement, la réalité financière, la réalité des moyens, c'est que depuis des années, on leur enlève les moyens alors que ce sont souvent eux qui connaissent le mieux la réalité locale et qui peut-être pourraient trouver les bons pansements pour les blessures qui existent. Richard Verly, on connaît votre malice. Quand vous parlez de grand show, vous parlez d'Emmanuel Macron qui a reçu ce mardi à l'Élysée près de 250 maires victimes de pillage ou de violence pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Mais ils n'étaient pas convaincus par cette rencontre, les maires. On écoute. C'était important que le président de la République réconforte les maires qui ont été en première ligne. En revanche, il en ressort à ce stade vraiment pas grand-chose. On n'a pas le sentiment que le gouvernement prépare des mesures. Là, on était en pleine thérapie de groupe. Au bout de 3 heures, il n'y a aucune réponse qui a été donnée par le président de la République. Je pense que la République est en danger. Alors, la République est en danger, nous dit ce maire. Lara Marlowe, est-ce que c'est un vrai problème français ? Ou est-ce que ça existe ailleurs ?
pense que la prédilection à la violence, je ne sais pas si on peut appeler ça politique, mais la violence est particulièrement française. J'ai l'impression souvent que vous n'avez jamais terminé la révolution de 1789 et ni la guerre d'Algérie de 54-62 et que cette violence est toujours sous-jacente et de temps en temps elle ressurgit. Voilà. Mais en revanche, Richard a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que les maires sont des cibles. C'est récent. Je pense qu'on est arrivé à un tournant parce qu'on dit toujours que les maires sont les élus préférés des Français. Ce qui est vrai, tous les sondages. Oui, on dit qu'ils sont aussi à portée de baffe. Voilà. Mais cette fois-ci, ça devient... Les Gilets jaunes, ils avaient la taxe carbone, les émeutes à propos de la retraite, l'âge de la retraite, il y avait un prétexte aussi. Cette fois-ci, il y a eu... au départ, c'était à cause de la mort de Naël. Mais à un moment, ça virait au pillage, à la destruction, à la violence gratuite. Et il y a un sondage LAB qui est paru mercredi là et qui dit que 89% des Français, 89% des Français affirment que la mort de Naël a été utilisée comme prétexte pour la plupart des émeutiers pour tout casser, pour aller dans votre sens. Emmanuel Macron a donné une interview aux Parisiens, à Nana Varro-Pedro, et il dit dans les émeutes de 2005 il y avait un message. Là, j'ai pas entendu de message. On n'a jamais fait autant pour les quartiers qu'au cours des 15 dernières années. Le président, est-ce qu'il est lucide ou est-ce qu'il est sourd ? Je rappelle quand même que 48 milliards ont été investis dans la politique de la ville depuis 2003. Alors, j'ai lucide ou été sourd, un le petit président peu en banlieue là, pendant ces jours-ci. Et effectivement, il n'y avait aucun message, aucune revendication. Aucun message, aucune revendication, que ce soit ethnique, territoriale, géographique. Il y a une émulation via les réseaux sociaux dans les actes parfois de violence, d'incendie, etc. Et la censure très lourde qui s'est établie en France a effectivement éteint, si je vais utiliser ce mauvais jeu de mots, cette concurrence des vidéos entre ce que faisaient certains jeunes dans un quartier. Quelle censure, Anna ? C'est Véran, je crois, le ministre qui a dit aujourd'hui qu'on a demandé à ce que les réseaux sociaux ne publient pas les vidéos les images. Non ? Si. Absolument. Attendez, mais juste pour finir, par rapport à tout l'argent qui est déversé dans les banlieues, c'est toujours un mystère parce qu'effectivement, ça fait 20 ans que je travaille sur ce thème. Et effectivement, parfois j'ai des collègues portugais qui me disent, mais écoute, il y a quand même une présence de l'État dans ces quartiers parce qu'il y a des fleurs, c'est à peu près entretenu, etc. Je dis oui, mais le problème est un peu ailleurs. Et tant qu'on entassera, on peut repeindre les murs, mais tant qu'on entassera des gens de différentes origines géographiques et avec des problèmes économiques, des problèmes de société, des problèmes de parentalité, je sais plus. Eh bien, effectivement, on ne fait rien il n'y a pas de mixité sociale dans ces quartiers. On étouffe avec un peu d'argent et jusqu'à la prochaine explosion de colère. C'est le symptôme cocotte minute, Juan José Dorado. J'ai trouvé cette déclaration de Macron quand même assez culottée parce que c'est lui qui a mis à la poubelle le rapport Borloo de 2017. C'est bien lui qui l'a mis des côtés. Oui, d'accord, Juan José. Mais enfin, il y a un plan banlieue tous les 3 ans en France depuis 45 ans. Si ça marchait, ça se saurait. Peut-être que... Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas peut-être pas des revendications, mais parce que c'est un cri des colères. Et s'il n'a pas compris que c'est un cri des colères des jeunes et des gens des quartiers, c'est que vraiment, il a du mal, effectivement, à entendre. Et vous parlez, il y a tous les X ans un plan, mais je vais vous rappeler tout simplement, tous les 18 mois, 20 mois, il y a un plan sur l'immigration. Donc en France, créer des plans, ça vous savez le faire. Il n'y a aucun problème. Très bien le faire. Merci, Juan José. Ça, c'est vrai qu'on sait. Merci pour l'hommage, Lara Marleau. Concernant les 48 milliards, effectivement, ça a l'air d'être beaucoup d'argent. Mais j'ai été très frappée par une citation de Jean-Louis Borloo, qui a été ministre de l'urbanisation, enfin ministre de la banlieue, si vous voulez, qui a fait ce plan. Il a dit que c'est un quart de ce qu'on dépense pour les autres zones ou les autres départements, etc. Et que on dépense un quart pour la banlieue,
de ce qu'on dépense pour le centre de Paris, par exemple. Oui, et puis les statistiques sur l'enseignement, ce qu'on dépense pour un élève en banlieue ou dans ces quartiers, ce qu'on dépense par exemple à Paris ou dans une ville de province ou dans un quartier central. C'est beaucoup moins. Voilà. Et puis l'enseignement qui est très mauvais, finalement, à la fin, l'enseignement n'a pas de la même qualité que... et ça, c'est avéré, il y a des rapports là-dessus. Ce n'est pas une impression, une perception. Donc, pour les vous, c'est un problème de mixité sociale. Non, on ne peut pas résumer à cela. Non. C'est l'un des problèmes, bien évidemment. Des immigrés portugais qui sont arrivés ici dans les années 60-70 m'ont raconté que quand ils étaient en contact avec des Français, eh bien, qu'il y avait là une émulation qui se faisait, un apprentissage des codes de ce pays, des comportements, etc. Les immigrés portugais, ils étaient dans un bidonville aux portes de Paris. Et ils étaient dans un bidonville au départ, mais pas après. Ouais. Allez, une pause et dans un instant, faut-il faire payer les parents? On en parle tout de suite sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Richard Verly, Juan José Dorado, Ana Navarro Pedro et Lara Marlo et notre partenaire Courrier International. Un tiers des 3200 personnes que nous interpellons soient des mineurs et que la moyenne d'âge des gens que nous interpellons est 17 ans. Voilà. Il y en a 60% sur ces 3200 qui n'ont aucun antécédent judiciaire, qui ne sont pas connus des services de police. 3200 interpellations, moyenne d'âge 17 ans, inconnus des services de police. La plupart sont français, 10% sont étrangers. Le ministre de l'Intérieur a donc donné le profil et l'âge des émeutiers. Ça vous étonne, Richard Verly? Non, parce que ceux que j'ai vus, moi je suis allé dans la nuit de jeudi, c'était sur la zone Montreuil-Aubervilliers pour l'essentiel, et c'est exactement le profil des jeunes que j'ai vus. Après, il ne faut pas oublier quand même deux choses. D'abord que ces jeunes, voire très jeunes, étaient quand même plus ou moins encadrés par des adultes. Autrement dit, il y avait quand même des groupes de casseurs, des groupes de pilleurs. Il n'y avait pas que des adolescents dans ces groupes. Et je l'ai aussi vu quand je suis allé au tribunal de Nanterre en comparution immédiate. Il y avait des adultes qui étaient là. Et puis deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on le sait tous dans nos familles, un jeune de 16 ans, 15 ans, il est déjà très adulte dans plein de choses. Donc on a une société où les jeunes hommes sont beaucoup plus étoffés, beaucoup plus actifs dans plein de domaines qu'ils ne l'étaient avant. Donc moi, je suis pas surpris du tout de ça. Et je pense que pour le coup, ça repose la question de la minorité. Je crois qu'elle a été posée sur le plan judiciaire. Je pense que c'est une vraie question. Il ne faut pas se la poser dans ce moment-là. C'est un très mauvais moment pour la poser, mais la question, elle mérite d'être étudiée. On va revenir sur votre petit voyage en comparution immédiate, là, le 2 juillet, que vous avez raconté à Courrier International. Mais auparavant, justement, je voulais venir aux sanctions, parce qu'au niveau politique, c'est un peu la foire à tout en termes de propositions de sanctions. Valérie Pécresse demande la construction de nouveaux centres fermés pour les mineurs et l'abaissement de l'âge, comme vous le dites, Richard. Éric Ciotti, la suspension des allocations. On écoute Jordan Bardella, par exemple, patron. On ne peut pas bénéficier des fruits de la solidarité nationale et en même temps compromettre l'ordre républicain et la paix civile dans notre société. Il a raison, Jordan Bardella, Juan José Dorado? Non. Pourquoi? Non. Je suis d'accord avec Richard quand il dit qu'il y a des questions qu'il faut se poser, mais c'est pas le moment de se les poser. Et en France, c'est systématiquement comme ça. Il y a un événement qui se passe, on essaie de donner une réponse tout de suite, et souvent une réponse répressive. Est-ce que l'irresponsabilité, il faut la fixer à 13 ans? Je ne sais pas. Mais il faudrait poser la question un peu plus tard. Est-ce qu'il faut supprimer les allocations familiales? Est-ce qu'on a pensé justement aux parents qui travaillent le soir et qui rentrent chez eux à 22h, à 21h et qui donc laissent leur enfant seul parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement? Est-ce que... et c'est souvent des familles monoparentales, d'ailleurs. Donc il y a tout un tas des raisons qui font qu'une réponse pénale ou endurcir la loi sur les mineurs me paraît exagérée. Mais encore plus, le fait de se poser aujourd'hui la question, quand on a tous en image ce qui vient de se passer. Vous dites qu'on réagit aux faits divers en France, c'est-à-dire qu'on a un culte de l'émotion et de la réaction. C'était en 2005, c'était aussi par rapport aux Gilets jaunes. En fait, c'est systématiquement, mais vous n'êtes pas les seuls. La plupart des pays font ça, ils réagissent à chaud. Et je pense que ce qu'on doit attendre des politiques, c'est justement de réagir en réfléchissant. On ne peut pas aujourd'hui, au lendemain de ce qui vient de se passer, de ressortir des tiroirs une loi pour, comme a fait LR, pour endurcir encore plus la réglementation sur les immigrés.
Non, sincèrement. Alors, d'autant que ça n'apporte pas des solutions. Alba Ventura disait dans son éditorial ce matin sur RTL, l'idée de rendre responsables les parents des dégâts ou des pillages commis par leurs enfants, c'est pas une mauvaise idée. Et c'est même dans la loi, c'est dans le Code civil depuis 1804, ça date pas d'avant-hier. L'article 1242 alinéa 4 précise que le père et la mère de l'enfant, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. Lara Marleau, finalement, on a tout ce qu'il faut en termes de loi. Si on devait punir. Moi, j'avais trouvé l'article 227-17 du Code pénal, c'est un autre article, je crois, qui permet d'engager des poursuites contre les parents en cas de défaut d'éducation. Donc, effectivement, tout ça, ça existe. Macron a promis aux policiers qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles. Mais ça, on n'en voit pas tellement bien le contour. Moi, je crois que c'est une erreur. De toute façon, les familles sont insauvables. Ce sont les gens les plus pauvres de la France. Et on va les faire payer. Moi, ça peut pas marcher. La seule chose qui va marcher, c'est d'intégrer ces populations. Et je crois que pour arriver là, il faudra des quotas. Et il faut construire des HLM, non pas tous en banlieue, mais dans les centres-villes. Comme à Marseille, alors. Anna ? Il y a des familles en plus qui sont monoparentales, où il y a une énorme difficulté, si c'est une mère seulement, à imposer une certaine autorité à des jeunes de 15, 14, 15, 13 ans. C'est compliqué, on comprend l'idée des parents, d'autant plus qu'on voit en France, au niveau rural par exemple, des parents qui tiennent leurs enfants, mais c'est un autre vivre ensemble, ce n'est pas le même vivre ensemble. Donc c'est assez compliqué. Il y a eu une réforme du code pénal pour les mineurs qui a été entrée en vigueur, je crois, en 2021-2022. Donc il y a la responsabilité pénale commence à 13 ans pour les jeunes, il n'existe pas en dessous de 13 ans. Puis après c'est un peu plus flou concernant il y a un jugement en 2 fois, en 2 parties, qui là va poser des problèmes à beaucoup de familles parce qu'il y avait les départs en vacances pour l'été. Donc mais je ne sais pas, les solutions il y a qu'à, en règle générale, ne sont pas les meilleures. Richard, vous nous l'avez dit, vous êtes allé un peu sur le terrain et puis vous avez assisté à une comparution immédiate. Racontez-nous un peu jusqu'à dans la tête de ces garçons. Ils regrettent un peu, ils ne regrettent pas du tout Écoutez, les regrets, je dirais, formalisés de manière explicite, je n'en ai pas entendu. J'ai entendu des justifications dont on peut ou ne pas douter, genre j'étais sur place par hasard, je n'ai pas participé, des choses comme ça. Mais le mot regret, pendant les 2 heures, ce n'est que 2 heures, attention, où j'étais dimanche au tribunal de Nanterre, je ne les ai pas entendus. Ce qui m'a frappé, moi, et je crois qu'il faut le dire, c'est que dans ce contexte chaotique, où vous avez des injonctions qui tombent de toutes parts, des injonctions essentiellement sécuritaires, en gros, mettez-les en tôle le plus vite possible, que des magistrats et des avocats bien sûr, essayent de rendre le droit. Dans ces conditions-là, je trouve que c'est extrêmement louable. Et il y a une très jolie phrase qui a été, je trouve, prononcée par un avocat commis d'office, qui m'a dit « Le pire serait que le chaos du dehors entre à l'intérieur de ce palais de justice ». Et ça, je trouve qu'il faut le garder, il faut le respecter. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de peine lourde. Il y en a eu des peines lourdes, notamment les jours précédents à ce dimanche, qui ont été prononcées, des peines de prison. Ferme. On voit bien, que la comparution immédiate, elle a un but. D'abord, c'est de faire sentir le poids des menottes, littéralement, à tous ces jeunes gens, parce qu'ils arrivent menottés, encadrés par des policiers. Souvent, ils ont passé la nuit au dépôt. Maintenant, toute la question est, est-ce qu'une comparution immédiate et une peine derrière, en admettant même une peine lourde, c'est-à-dire de quelques mois, est-ce que ça peut faire changer la tête d'un casseur ou d'un pilleur ? Personnellement, j'ai quelques doutes. Alors, il y avait juste une autre petite question sur laquelle je voulais vous entendre. Plus d'1,5 million d'euros, c'est le montant de la cagnotte récoltée en soutien aux policiers de Nanterre qui a tiré sur l'adolescent. Donc, écoutez ce qu'en pense Valérie Pécresse. Elle était l'invitée de Yves Calvi sur RTL. C'est une provocation totalement inopportune, mais elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle un élan de solidarité très fort d'une majorité silencieuse de Français vis-à-vis de leurs policiers. Lara Marleau, vous êtes d'accord avec Valérie Pécresse ?
Moi, je trouve ça vraiment déplorable. Parce que, en plus, il y a une cagnotte pour la famille de Nahel qui a accumulé, je crois, moins d'un quart de la somme qui a été cumulée pour le policier. Mais ça dit bien quelque chose quand même. Ça dit peut-être que l'extrême droite est plus motivée, plus organisée que la gauche. Mais quand vous interrogez des gens qui ont participé à la cagnotte, c'est pas des gens d'extrême droite, hein. Pas tous. Pas du tous, tout, hein. c'est vrai. C'est vrai. Mais... Non, ils ne sont pas tous d'extrême droite, même si la personne qui est derrière cette cagnotte au départ l'est. C'est l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour, Jean Messia, un polémiste. Oui. Donc, qui d'ailleurs a porté plainte aussi contre la famille de Nahel. Bon, ça c'est autre chose. Et vice-versa. Et vice-versa, mais c'est vrai. Mais effectivement, ça montre qu'au-delà de la mort de Nahel, il y a une espèce des deux France. Ceux qui sont avec la population pauvre, entre guillemets, et ceux qui sont, c'est pas le reste de la France, voilà, qui sont avec la police, avec l'établissement, si vous voulez. Ça va au-delà de la mort de Nahel. Ça va vraiment au-delà. Sur cette cagnotte. Moi, je pose la question des médias. C'est-à-dire que la cagnotte, franchement, la cagnotte en ligne, c'est maintenant le moyen de solidarité pour beaucoup de choses, qu'une partie de la population, et notamment qu'un certain nombre de personnalités d'extrême droite veuillent faire ce type de cagnotte, très franchement, ça ne me surprend pas. Dans ce genre de contexte, c'est assez attendu. Là où je pose la responsabilité, c'est que j'aimerais bien voir, et j'avoue que je n'ai pas regardé, à quel moment la cagnotte a commencé à récolter de plus en plus. Est-ce que ça n'a pas coïncidé avec le moment où on en a parlé de plus en plus? À titre personnel, j'ai vu sortir ça, j'ai décidé de ne pas faire d'article, j'en ai fait un seulement aujourd'hui où je l'évoquais, parce que je trouve que donner de la publicité à ce type d'initiative, qui encore une fois à mes yeux ne me surprend pas, on a une responsabilité. Allez, une pause, et dans un instant, le sport, la joie, l'événement. Tour de France, randonnée fantastique des géants. Eh oui, et c'est sur RTL, là tout de suite. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec la journaliste portugaise Ana Navarro Pedro, avec la journaliste irlandaise Lara Marlowe, avec le journaliste espagnol Juan José Dorado et avec le journaliste suisse de Blick.fr Richard Verly. Bonsoir à tous. Et oui, sur RTL, comme partout ailleurs sur la planète, Paco, ça rime. Christophe Paco, même, ça rime avec vélo. Et c'est cette voix, ce bonsoir tonitruant, nous emporte sur les routes de France l'été pour le 110e Tour de France. Et ça fait du bien. 3405 km, 5 massifs montagneux traversés, 28 000 personnes à la sécurité. Le Tour de France s'est donc élancé de Bilbao samedi 1er juillet. Il est suivi dans 190 pays par environ 1 milliard de personnes au moins. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Juan José Dorado? Pourquoi, à votre avis? Parce que vous savez ce que c'est vendre quelque chose. Oui, dites-moi. Vendre la France, vendre le Tour de France. Alors, première chose, vous avez la chance d'avoir Christophe Paco. Ah oui, qui raconte le Tour de France. Ça, c'est vrai, c'est merveilleux. Que j'adore parce que c'est lui qui m'a fait débuter à la radio en France et c'était RTL en 2004. Imaginez que j'aime Christophe Paco. Après, parce que vous avez vendu la France avec le Tour de France, parce que vous avez réussi à nous le vendre via la télé. Vous avez inventé une nouvelle façon de raconter une épreuve cycliste. Parce que le Tour de France, bien sûr, c'est le plus dur, c'est le plus lent, c'est le plus compliqué, c'est là où on souffre le plus. Et pour nous, les Espagnols, les Tours de France, forcément, ça date des 59, quand on a gagné pour la première fois avec Bahamontes. Mais c'est surtout Miguel Indurain qui en a gagné 5. Et puis, au début des années 2000, on a enchaîné 4 ou 5 tours d'affilée gagnés par l'Espagne. Donc nous, les Espagnols... on adore le Tour de France. On essaye de faire la même chose en Espagne, mais on n'a pas le Tourmalet. Ça, c'est une réalité. Et puis, vous savez vendre les choses, sincèrement. Vous savez nous faire vivrer avec les Tours de France. Et quand j'étais sur les routes des Tours de France, c'est vrai qu'il y a des histoires magnifiques parce qu'on peut faire la chronique sportive, mais surtout, on peut sortir après chaque Tour de France un bouquin uniquement que sur ce qui se passe à côté du Tour de France. Et ça, il n'y a que vous qui vous le savez faire. Vous y êtes allé sur 10 ou un peu plus d'une dizaine de Tours de France, oui. Mais vous les suivez, oui, c'est-à-dire tout à fait, on faisait le Tour de France. Donc, vous êtes dans la caravane ?
dans la caravane. Donc, la caravane, c'est 10 km derrière. C'est 10 km, et puis il y a la caravane officielle, et puis les véhicules techniques qui suivent derrière. C'est extrêmement compliqué. C'est très dur pour les journalistes, parce qu'il faut aller après dans les hôtels des différentes équipes, notamment les Espagnols, parce qu'il y en avait quelques-unes à l'époque où je le faisais. Donc, mais c'est vrai que ce qu'on apprend, professionnellement parlant, dans un Tour de France est énorme. Et encore une fois, bravo, même si depuis 85, vous n'avez rien gagné. Toujours, vous êtes un peu fourbe toujours, hein, Juan Rosé. Lara Marlowe, est-ce que c'est une passion aussi pour les Britanniques, pour les Irlandais? Oui. Les Irlandais ont eu des coureurs célèbres dans les années 80, Sean Kelly et Stephen Roach, qui restent toujours, ils sont peut-être oubliés ici, mais en Irlande, ils sont toujours célèbres parce qu'ils ont gagné le Tour de France. Tout le monde se souvient qu'en 1998, la première étape, c'était la Corse. Pardon, qu'est-ce que je dis? Cork. Ah oui, Cork. La ville de Cork, pardon. Non, ils sont très fans, et les Britanniques aussi. Cette année, il y a un couple britannique, le monsieur et madame Yates, qui suivent le Tour de France en camping-car. Ils ont de bonnes têtes, comme vous voyez. Ah ouais, ils ont de très bonnes têtes. Parce qu'ils ont 2 fils, des jumeaux, Simon et Adam, qui sont dans les premiers coureurs. Et ils font des panneaux publicitaires qu'ils mettent au bord de la route, et leurs fils ne les voient même pas parce qu'ils passent tellement vite. Et ils ne voient pas leurs parents non plus, alors ils communiquent par téléphone le soir. Ils ont comme slogan Yates We Can. Yates, c'est le nom de famille. Yates We Can. Excellent. Richard, vous, c'est un moment de sport inouï pour Alors, vous, écoutez, pour les Suisses. Cette année va être une première pour moi, parce que le 15 juillet, j'irai suivre l'arrivée du Tour de France à Samoëns, dans les Alpes. Je n'ai jamais suivi un Tour de France, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Donc je suis très heureux d'y aller. De la part des Suisses, évidemment, c'est un grand moment de sport, et c'est un moment surtout qui permet de découvrir la France. Et c'est vrai que cette capacité, cette inventivité dans la manière de filmer cet événement, notamment le filmer vu du ciel, ça a beaucoup apporté au Tour de France. C'est complètement différent selon que vous avez les images de la France vue du ciel, ou alors que vous êtes au niveau du peloton. Donc je crois que c'est une grande réussite, et quand même, rappelez, Juan Rosé passait peut-être un peu vite là-dessus, même s'il le sait très bien, c'est une épreuve dure, sportivement extrêmement dure. Et donc dans une société qui a tendance à toujours tout faciliter, où tout devient facile avec le numérique et autres, le Tour de France est un rappel de la vertu, du simple effort. Je ne sais pas s'il y a d'autres épreuves sportives aussi dures que le Tour de France. Je ne le pense pas. D'ailleurs, il y avait à part peut-être l'haltérophilie aux Jeux Olympiques, ça dure moins longtemps. Suisse, Alex Süle, qui était un Suisse, qui courait dans une équipe espagnole et qui était très 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 connu et apprécié en Espagne. Oui, Alex Süle, je me souviens. En fait, vous parliez, Juan José Dorado, du fait de vendre la France, et c'est vrai qu'ils ont été assez malins. C'est-à-dire, vous le dites, la France vue du ciel, d'abord, c'est un des plus beaux pays du monde, comme chacun sait autour de cette table. Donc déjà, c'est quand même très beau. Oui, Lara. Au départ, le Tour de France a été inventé en 1903 pour vendre, non pas la France, mais pour vendre des journaux. Oui, c'est vrai. Remarque, ça nous arrangerait, là, vu l'état de la presse. Mais il y a eu toutes ces idées intéressantes. L'exportation du départ de l'épreuve, par exemple. Bilbao, Cork. Donc tout d'un coup, on arrive à intéresser d'autres régions d'Europe, par exemple. Il paraît qu'il y a les Japonais il paraît que Tokyo a fait acte de candidature pour... Vous saviez ça, Il y a eu aussi Jérusalem, Israël à un moment donné, il y a quelques années. Et je crois 92-93, c'était le Tour de France est passé par 5 ou 6 pays européens, justement parce qu'il y avait les accords de Maastricht. Et donc c'est une façon de dire voilà, on est européen. Donc en fait, vous savez vendre le Tour de France, vous savez vendre le cyclisme, vous savez vendre de la télé, de la radio, mais vous savez vendre surtout votre pays. C'est ça qui est magnifique avec le Tour de France. Mais c'est aussi, comme disait Anaïs, c'est une épreuve où on souffre. Oui. Ça c'est Richard qui dit, mais moi pour moi. C'est la France du labeur. Et ça aussi, il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans aussi, parce qu'on aime bien, mais on aime voir aussi ceux qui...
mais vous êtes sadomaso, Anna Navarro-Pedro. Non, moi je ne le suis pas. Je dis de ceux qui aiment le Tour de France. Moi je l'aime comme ça, pas en passion. Ouais. Même s'il y a quand même une petite histoire noire aussi du Tour de France qui a quand même rapporté des changements dans le monde du vélo, c'est les affaires de dopage. Voilà. Donc il y a l'affaire Festina notamment, mais c'est parce qu'il y a eu ça, qu'il y a eu des changements après dans le monde du vélo et dans le monde du sport de façon générale. Donc, vous êtes même capable de sortir quelque chose de beau d'une affaire qui a vraiment chamboulé la France et le Tour de France et le sport cycliste de façon générale. Allez, vive le Tour de France, vive Christophe Pacaud. Juste une petite chanson pour lui avant de passer à la suite. Le Tour de France. Bonsoir. Ouais. J'essaie d'imiter Christophe, mais j'y arrive pas. Allez, dans un instant, c'est l'heure de l'apéro sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec Richard Verly, Juan Rosé-Doado, Anna Navarro-Pedro et Lara Marlowe. Un peu plus d'une bouteille sur 3 vendue en grande surface, 36% pour être précis. Les ventes de rosé en progression talonnent désormais celles du vin rouge, toujours leader avec 43% des ventes, mais en baisse année après année. Cette semaine, vous avez entendu sur RTL l'excellent Pierre Herbulot nous parler du vin rosé à consommer avec modération, bien entendu. Alors, c'est l'été, c'est vin rosé, hein, ça aussi, ça rime. Ça va détrôner le vin rouge, Richard Verly. Vous comprenez, vous, cette folie du rosé ? Mais je crois d'abord que c'est le marketing du rosé fonctionne très bien. Moi, je suis frappé de voir que il a été très bien vendu dans les publicités. Bien évidemment, c'est peut-être à relier aussi avec le changement climatique et la montée de la chaleur et des températures. Est-ce que ça va détrôner le vin rouge ? J'avoue que je ne connais pas les chiffres, mais ça m'étonnerait tout de même. En tout cas, ce serait dommage pour la cuisine française qui, quand même, globalement, s'accommode mieux du vin rouge que du rosé. C'est plus de 15 litres de rosé par Français. La France absorbe un tiers de la consommation mondiale de ce vin, derrière les États-Unis qui sont à 15%. Alors vous savez que c'est pas la peau, que c'est la peau des raisins qui donne cette couleur au vin, que c'est le même type de vinification que les vins rouges, mais que on coupe pas du vin rouge avec du vin blanc pour faire du rosé. Vous savez que l'Union européenne voulait le faire à un moment donné. Oui, l'Union européenne voulait autoriser, mais je crois que c'était à la demande de l'Australie et de gens qui ont ce type de pratique. Et c'était un Portugais qui dirigeait l'Union européenne à l'époque. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Heureusement que ça ne s'est pas produit. Rosé au Portugal aussi, Anna Navarro-Pedro ? Non, alors savez-vous, non, chez nous ce qui monte en été c'est le vin blanc. Les rosés qui est très bon chez nous, petite production dans la vallée du Douro. Baisse un tout petit peu, mais savez-vous quel est le vin non français, le vin rosé non français qui est le plus vendu en France ? C'est un vin portugais, un rosé portugais, que nous ne buvons pas tellement chez nous, mais qui est exporté partout dans le monde et qui est un peu sucré et qui est très populaire dans le monde entier, la France incluse. Mais bon, c'est le vin rouge et c'est surtout le vin blanc en été. Et puis, je conseille à tout le monde qui va au Portugal avec goûter, modération. Enfin, avec pas d'aller au Portugal avec modération, mais goûter du vin vert au Portugal. Le vino verde. Demandez vinho verde. Nous ne pouvons pas exporter beaucoup parce que nous avons une petite production, mais là-bas, prenez-en bien frais. Il y en a encore des endroits où on le fait à la pression et c'est quand même extraordinaire. Avec une très grande modération, Lara Marlowe. Vous êtes rosé, vous ? Non, à vrai dire, je préfère un rouge frais, léger. Un vin de Loire, par exemple. Mais ce que j'aime le plus dans le vin rosé, c'est la couleur. C'est comme les lunettes d'Anaïs, un peu comme mon pull vert. C'est ça. Vous aimez les rosés de Provence, alors, les très clairs. Juan Rosé, est-ce que c'est espagnol le rosé aussi ? Alors, il faut savoir que l'Espagne est le premier producteur de vin au monde et le premier producteur exportateur de rosé au monde. Vous êtes sûr de ça ? Tout à fait. Les Espagnols. 41% de la production de rosé. Par contre, on ne boit pas énormément de rosé. Et nous, on préfère le rouge, un peu plus la bière même si j'ai découvert tout à fait par hasard qu'apparemment, le premier consommateur de vin, de façon générale, c'est les Portugais, chose que je ne savais pas. Nous sommes toujours en compétition avec la France et avec l'Espagne et l'Italie. Et c'est un podium où nous admettons entre les quatre personnes d'autres. Vous savez que c'est le premier vin de l'histoire, hein, le rosé. C'est le premier vin qui a été fait au Moyen-Âge. C'est ça qu'on buvait en France. Voilà, donc vive l'été. Si on boit un petit verre de vin rosé, on le fait avec modération. Merci infiniment à tous les quatre d'être venus refaire la France avec nous. Je vous mets une petite pépite là, comme vous en entendez souvent sur RTL.
connaissez ça? Non. C'est Claude François, mon en Dieu. anglais, qui fait une pub, mais qui chante du reggae en anglais. Ça, vous n'entendrez jamais ça ailleurs que sur RTL. C'est la pépite Claude François, la pépite RTL, pour bien Bravo, commencer ce RTL. week-end. Allez, merci à tous les quatre. Ils refont la France revient pour la dernière vendredi prochain, même heure, 19h15. Vous retrouvez l'émission sur RTL.fr et sur l'appli. Dans un instant, vous retrouvez Jour J avec Flavie Flamand. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Sébastien Huxel. RTL, ils refont